Bien, pour encore très longtemps. je vais vous arrêter là, comme je suis obligé d'arrêter tout le monde. Je dirais, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait tort en disant que si vous pouviez avoir tort, vous, maintenant, dans cette prédiction, nous serions tous très heureux, tout autant ceux qui sont autour de ce plateau que ceux qui nous écoutent et qui sans doute doivent se dire pour le moment que nous voilà, après 1 heure et demie de discussion, ramenés à la case départ, ou presque. Vous avez entendu une fois de plus des positions s'exprimer peut-être avec un petit peu plus de vivacité, mais que l'on a déjà entendu. Je ne suis pas tout à fait sûr que vous soyez arrivé à vous faire une meilleure idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des choses changent pour le moment, c'est que des choses bougent, même si ce n'est pas l'ordre géopolitique dont parlait M. Rajou. Ce qui est clair aussi, c'est que la semaine prochaine, vous allez retrouver un écran témoin d'un ordre et d'un thème tout à fait différent. C'est la coutume, vous savez bien, les contrastes. C'est en effet L'amour en herbe de Roger Andrieux avec Michel Galabru et Françoise Prévost que vous présentera André François. On y raconte l'histoire, une histoire d'amour d'une jeune caissière et d'un étudiant, des amours contrariés, on l'imagine bien, et notamment par les parents du jeune homme. Le thème du débat qui suivra, qui sera sans aucun doute animé lui aussi, mais peut-être pas à la manière de celui de ce soir, les amours adolescentes. Rien de grivois à attendre, vous savez, mais une interrogation sur la liberté que l'on accorde ou que l'on refuse d'accorder à ces adolescents, notamment sur le plan de leurs relations affectives. Et aussi comment les jeunes d'aujourd'hui vivent-ils cette autonomie qu'on leur accorde ou ce refus d'autonomie quand il y en a. Pour en parler en toute liberté, des garçons et des filles de différents milieux, des adultes aussi, parmi lesquels, et en tout cas, Gérard Lutte, auteur d'un ouvrage au titre assez provoquant, Supprimer l'adolescence, c'est entre guillemets. À lundi prochain, donc, pour l'écran témoin. Ce soir, nous allons rejoindre le studio 18, Alain Carlier et JT2. Merci de nous avoir tenu compagnie une fois encore et bonne fin de soirée à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Toujours le Liban et aussi les euromissiles dans l'actualité de ce lundi. L'émotion reste grande dans le monde après les attentats à la dynamite de dimanche matin contre le siège des marines américains et des parafrançais. Le bilan est très lourd, plus de 250 morts. Ce soir, les sauveteurs n'ont plus aucun espoir de retrouver des survivants. Mais toute la journée, ils n'ont cessé de déblayer les décombres des 2 bâtiments. Toute la nuit, les recherches ont continué. Les Français conservaient ce matin un faible espoir de retrouver des hommes vivants. Un para français était exhumé à l'aube. Le dernier bilan côté français fait état de 23 morts et 15 blessés, mais à 5 heures cet après-midi, 35 paras étaient toujours portés manquants. Côté américain, le bilan est plus lourd encore, 183 morts. Le nombre total des blessés n'est pas déterminé. 75 hommes ont été évacués dans des hôpitaux militaires, en Allemagne fédérale, à Naples et à Chypre. Toute la nuit, les Marines ont fouillé les décombres. Les opérations de déblaiement prendront encore un temps considérable. Les Marines américains ce matin. L'armée américaine n'avait plus subi de pertes aussi lourdes depuis la guerre du Vietnam.
Américains et Français estiment que leurs troupes doivent rester au Liban, car s'ils partaient, ce serait une explosion de violence qui succéderait au calme, tout relatif bien sûr, mais calme quand même, dont jouit actuellement la capitale libanaise et ses environs. Le président Reagan a décidé d'envoyer aujourd'hui à Beyrouth le général commandant en chef des Marines. Quant à François Mitterrand, il a fait aujourd'hui une visite éclair dans la capitale libanaise. C'est la première fois qu'un président français se rend au Liban. Cette visite éclair a duré en tout et pour tout 7 heures, le temps de se rendre sur les lieux de l'attentat, de rencontrer le président Amin Gemayel et aussi le contingent français de la force multinationale. Ce soir, à son retour à Paris, le président français, pour la première fois, prenait la position publiquement au lendemain des attentats de Beyrouth. À tous, je dis qu'un pays est grand par sa force d'âme, par sa résolution, comme par les amitiés et le respect qu'il mérite. C'est pourquoi, au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. Quant au secrétaire d'État américain, George Shultz, il se rendra en Europe fin de cette semaine pour avoir des conversations avec ses homologues français, britanniques et italiens, les 3 autres pays qui sont représentés dans la force multinationale au Liban. On vient d'apprendre que la réunion des ministres des Affaires étrangères des 4 pays aura lieu samedi prochain en Italie. L'endroit précis n'a pas encore été déterminé. En attendant, on s'interroge toujours à qui profitent les attentats de Beyrouth. Les attentats meurtriers de dimanche ne sont pas les premiers. En mai dernier, déjà, une voiture piégée faisait 11 morts à l'ambassade de France à Beyrouth. Et quelques semaines auparavant, c'était l'ambassade des États-Unis, toujours à Beyrouth, qui était dévastée par une explosion qui faisait alors 63 morts. Hier, les 2 attentats avaient été revendiqués par un mystérieux mouvement islamique et aujourd'hui, c'est le djihad islamique qui revendique toujours les explosions. Il s'agit d'un groupe de musulmans libanais qui veut transformer le Liban en une république islamique, à l'image un peu de celle qui existe actuellement en Iran, l'Iran de Khomeini. Alors, qui manipule ces groupuscules mystérieux? L'Iran, la Syrie ou l'URSS? Un début d'explication avec Nicole Brichet. L'opération sanglante, les États-Unis et la France frappaient de plein fouet. Impossible de quitter le Liban après un tel camouflet. L'attentat est donc une manière de pousser les États-Unis et la France à s'engager davantage dans la crise libanaise. Mais qui et pourquoi? Dès hier, Washington soupçonnait l'Iran. Khomeini répliquerait ainsi à l'aide occidentale apportée à l'Irak. Les Israéliens disent « c'est la Syrie ». Et à Beyrouth, on ne voit pas comment Damas n'aurait pas trempé dans ces attentats. La Syrie, solidement soutenue par l'URSS et qui veut être l'interlocuteur principal des Américains pour le conflit du Proche-Orient, avait récemment gagné des points. Et certains se demandent si Hafez el-Assad avait intérêt à saboter la conférence de réconciliation qui aurait pu marquer sa victoire. Quant à l'URSS, elle ne peut que retirer des avantages d'un affaiblissement de Reagan et de Mitterrand. Les Français, jusqu'à présent, n'émettent aucune accusation. L'acte sanglant aurait-il pu être commis par des Libanais eux-mêmes? C'est l'éclairage que donnent plusieurs observateurs qui révèlent l'existence et la volonté déterminée d'un front de résistance nationale libanaise, une organisation qui avait été créée en septembre 82, qui comprend des chiites, des chrétiens, des maronites, des grecs orthodoxes et des druzes, animés par des communistes. Ces Libanais avaient décidé de s'attaquer au personnel américain et aux soldats français parce qu'ils avaient soutenu le gouvernement de Gemayel au lieu de se borner à assurer la protection des civils. Quel est l'instigateur de cette entreprise insensée? Comme on le voit, on en est encore aux interrogations prudentes. 24 heures après la gigantesque manifestation pacifiste hier à Bruxelles, plusieurs partis politiques se sont réunis aujourd'hui et demandent que l'on organise d'urgence un débat parlementaire sur l'installation de missiles dans notre pays. Autre question, est-ce au Parlement à prendre la décision ou au seul gouvernement? À ce sujet, on était fort attentif aujourd'hui aussi aux déclarations du CVP, le parti le plus important, qui officiellement ne participait pas à la manifestation bruxelloise, mais dont un très grand nombre de parlementaires socio-chrétiens flamands, dont d'ailleurs le chef du groupe CVP à la Chambre, avait tenu quand même à défiler. On attendait donc avec impatience le commentaire du président du CVP, M. Soilet. Il appartient au Parlement, précisément, de se pencher sur ce problème, qui est un problème constitutionnel, et d'en délibérer, de prendre la décision. Et dans quel délai?
mais ça doit fatalement se faire dans un proche délai, c'est clair. Il y a des demandes d'interpellation à ce sujet, donc nous aurons dans les quelques semaines à venir l'occasion d'en parler au Parlement. M. Blancart a proposé que la décision que doit prendre soit le gouvernement, soit le Parlement, soit de toute façon reportée. C'est l'avis du CVP? La décision qui devrait être prise au gouvernement sur l'implantation éventuelle, en cas d'échec des pourparlers de Genève, cette décision sera prise en Belgique. Je laisse de côté maintenant la question de savoir par qui. Sera prise en Belgique après évaluation des pourparlers, du résultat des pourparlers à Genève. Telle est la décision qui a été prise en 1979 et qui a été répétée dans tous les gouvernements successifs, que les socialistes ou les libéraux ou les socio-chrétiens soient au gouvernement. Eh bien, cela veut dire qu'il faudra donc attendre, en effet, jusqu'au moment où on disposera d'éléments suffisants sur les résultats des négociations de paix à Genève pour faire cette évaluation et prendre la décision sur base de l'évaluation. Donc pas nécessairement avant la fin de cette année. Pas nécessairement. Si, par exemple, les négociations à Genève n'aboutissaient pas avant la fin de cette année, sans qu'elle soit un échec, mais qu'il y a encore un sérieux espoir à ce moment-là de faire aboutir dans les semaines ou les mois à venir, eh bien, je crois qu'il faut donner toutes les chances à ce moment-là aux négociations et voir quelles mesures on peut proposer pour relancer les négociations et assurer le succès. On savait, le CVP est tiraillé dans l'affaire des missiles, mais son attitude aujourd'hui est plutôt surprenante. Il s'agit en effet d'une véritable volte-face. Il laisse maintenant aux négociateurs de Genève, donc comme vous venez de l'entendre, toutes les chances d'aboutir, même au-delà de cette année. Ce qui veut dire qu'au niveau de notre gouvernement, il ne devrait plus y avoir non plus de décision, et cela avant le 31 décembre. Le CVP rejoint donc ainsi l'idée d'un moratoire défendu par les socialistes francophones et flamands, mais où s'opposent à ses partenaires libéraux au gouvernement. Quant aux socio-chrétiens francophones, le PSC, il semble mal pris. Leur président Gérard Depré avait interdit à tout parlementaire de défiler dimanche, et il n'y en a pas eu en effet, mais par contre, les mouvements d'obédience chrétienne francophones étaient, eux, bien représentés. Alors le PSC suivra-t-il le CVP dans sa volte-face ou rejoindra-t-il d'une manière peut-être moins équivoque ses partenaires libéraux au gouvernement? Toujours à propos des missiles, mais sur le plan international, une nouvelle menace contre l'Europe en tout cas, l'Europe de l'Ouest, avec l'implantation de nouvelles armes par les pays du pacte de Varsovie. En effet, l'agence TASS annonce aujourd'hui que les travaux préparatoires à l'installation de nouveaux missiles sur le territoire de l'Allemagne de l'Est et de la Tchécoslovaquie sont sur le point de commencer. Les soviétiques justifient cette décision par le fait qu'ils sont forcés, disent-ils, de maintenir l'équilibre du système nucléaire entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Mais revenons à la Belgique. Sidérurgie, les métallos wallons de la CEC réaffirment leur position à propos de Cockerill-Sambre. Ils exigent des décisions rapides. Ils mettent des conditions à l'application du plan Gandois. Ils veulent en effet un plus grand effort de reconversion. À Liège, un effort qui se ferait dans la sidérurgie à froid. À Charleroi, des assurances pour Carlam. Et la CEC wallonne veut aussi associer plus les forces de Clabec dans la nouvelle sidérurgie wallonne. Information économique, le premier holding de Belgique, la Société Générale. Un holding, je vous le rappelle, c'est une société qui regroupe plusieurs autres entreprises. La Société Générale, donc, va augmenter son capital de 8 milliards. Elle fait appel principalement à notre marché intérieur des capitaux. 8 milliards, c'est aussi la plus forte augmentation de capital jamais réalisée en Belgique. Ces milliards serviront à rembourser des dettes du passé, mais ils donneront aussi de nouveaux moyens d'action au holding de la Générale, dont les fonds propres s'élèvent ainsi aujourd'hui à 35 milliards. Alors, la Société Générale va-t-elle s'intéresser à l'économie wallonne? C'est la question que Pierre Istas a posée au gouverneur du holding, René Lamy. La Société Générale s'est toujours intéressée au redéploiement de l'économie wallonne, mais peut-être n'avait-elle pas tous les moyens requis pour le faire. Elle se prépare à le faire à travers des organismes financiers, et en particulier l'Union financière et industrielle, qui est une société de financement régional très ancienne dans notre groupe. Elle le fera également avec d'autres groupes financiers belges dans le cadre de cet effort spécial
pour la reconversion des régions touchées par la crise sidérurgique dont il a été fait état à la fin de juillet dernier. Et concrètement, ça pourrait aboutir à quoi? Eh bien, cela pourrait aboutir d'abord à investir des capitaux, seuls ou avec ces groupes financiers, dans des projets industriels qui aujourd'hui ne démarrent pas ou ne démarrent pas assez vite. Ce sont des projets qui sont déjà à l'étude, ça? Ce sont des projets qui existent, qui sont à l'étude, et nous en poursuivons l'examen aujourd'hui pour nous assurer de leur faisabilité. Et puis, nous avons rencontré dans les différentes régions des initiatives importantes, initiatives originales pour développer l'emploi dans ces régions, et nous sommes susceptibles de contribuer à leur développement, tant à Liège d'ailleurs qu'à Charleroi. Affaire à suivre donc. Peu d'informations sportives ce soir, mais avant de passer à la météo, je vous donne quand même les résultats du Carté, le prix Christian Langsweer, qui a été couru aujourd'hui à Boisfort. Le 6, Fury Rush, était non partant, et pour gagner 485 940 francs, voilà un bon rapport. Il fallait choisir dans l'ordre le 3, Lusby, le 10, Lost Cove, le 12, Jersey Bones, et le 8, Color World Silk. La dernière semaine d'octobre se passera dans de bonnes conditions. La zone nuageuse observée pendant la journée, qui a provoqué de petites pluies le long du littoral, s'éloignera pendant que vous dormez. La brume matinale sera déjà moins épaisse demain, et dès qu'elle sera dissipée, vous retrouverez le soleil qui égayera tout l'après-midi. Les nuages seront peu nombreux. Méfiez-vous de la fraîcheur, elle tombera très vite le soir. La température va varier l'après-midi de 10 à 14 degrés, et en fin de nuit, elle va osciller de 2 à moins 2 degrés. Le vent faible n'aura pas de direction. Monsieur Météo terminait notre deuxième édition du journal télévisé de ce lundi 24 octobre. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission, je vous souhaite une excellente nuit et une excellente journée demain, avec un beau soleil, mais aussi, vous l'avez entendu, une grosse laine, surtout le matin. Demain, JT1, eh bien, vous retrouverez Jean-Pierre Gallet, et à JT2, Alain Destrel. Bonne nuit et à bientôt. Eh bien, c'est une soirée animée qui s'achève ici. J'espère qu'elle a été agréable et je ne vous quitterai pas sans vous parler de celle que nous vous proposerons demain. À 20h, les Brigades du Tigre avec une nouvelle série. Nous nous retrouverons après la guerre. Et puis à 21h, c'est Philippe Luthers que nous allons retrouver en main son antenne de cristal et l'émission pour laquelle elle a reçu cette antenne de cristal, Vidéogamme. Et nous terminerons la soirée de demain avec Salut l'artiste, toute l'actualité théâtrale, mais aussi le portrait d'un des maquilleurs les plus prisés du théâtre belge, Jean-Pierre Finotto, et un document sur le dernier opéra du TRM, La Passion de Gilles. C'est une création mondiale. Vous pourrez d'ailleurs la voir en direct jeudi sur Télé 2 et vous l'entendrez en même temps en stéréophonie sur le 3e programme radio. Vous pourrez l'entendre en stéréophonie à ce moment-là sur le 3e programme radio. En studio demain, à propos de La Passion de Gilles, l'auteur du livret, Pierre Mertens, et l'auteur de la musique, Philippe Boussemans. Je vous souhaite de bien terminer cette soirée, de passer une très très bonne nuit, faire de beaux rêves. Au revoir et à bientôt.
Austère et sexy, c'est l'heure exquise de Radio 21, de 22h à 1h dans la nuit. I am a very hot person.